7 heures et avec mon casque sur les oreilles et mon micro, j'ai l'impression d'être un commentateur sportif. Et en vrai, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, sur le temps qu'on va avoir ensemble, on va voir comment vous pouvez mieux parler de vous. Et notamment, vous savez, à cette fameuse question qui est tu fais quoi dans la vie? Et on part dans tous les sens et souvent on se présente comme notre fiche ONICEP, c'est-à-dire qu'on donne juste notre métier et ce qui est dommage, c'est que on s'empêche de se créer des opportunités derrière parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut répondre à cette question, parler de soi pour se créer des opportunités. Si vous êtes venu pour ça, vous êtes au bon endroit. Si vous étiez venu pour comment faire de la rénovation énergétique, c'est pas du tout la bonne masterclass, il faudra en trouver une autre. Et la petite subtilité, c'est que, je ne suis pas tout seul, et il y a Clément de BPI et la BPI France avec moi, qui, qui sera justement là pour faire remonter les questions et tout ce que vous dites dans le chat. Autre particularité, j'ai appris qu'on avait 30 secondes de décalage entre ce que je disais et le moment où vous allez recevoir cette information. Globalement, c'est un peu comme si vous étiez dans un bar en train de regarder un match de foot et que le bar d'à côté avait 30 secondes d'avance. Il se peut que j'anticipe beaucoup de choses, mais surtout, c'est Clément qui va répondre à toutes les questions que j'avais prévues pour créer de l'interaction, parce que je ne peux pas attendre 30 secondes entre chacune de mes questions et le moment où vous allez recevoir tout ça. Si vous m'entendez et si vous me voyez, vous pouvez mettre dans le chat oui, un emoji, un mot, pistache, ce que vous voulez. Comme ça, je sais que globalement tout fonctionne. Mais de toute façon, je vais recevoir cette info dans 30 secondes. Donc j'espère que pour les 30 secondes, on est bon. Ok. Ah non, j'ai un emoji qui vient tout de suite, donc il n'y a pas 30 secondes. Il n'y a pas de décalage alors. Non mais attends, ça c'est génial, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de décalage, ça veut dire. Attends, on va voir, juste test, parce que vous êtes avec nous, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait du décalage. Je vais vous donner un mot et vous allez l'écrire tout de suite pour voir le décalage. Le mot, c'est olive. La première personne qui écrit olive, comme ça je vois combien de décalage on a. Oh là là! Ok, on a 4-5 secondes, donc trop bien. Je vais pouvoir comme ça créer de l'interaction avec vous. Et la première interaction a été sur l'olive. On adore. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Julien de Souza. Je suis le fondateur de Panache. Et comme son nom l'indique dans le nom de cette boîte, on vous aide à prendre la parole avec Panache. Donc, faire en sorte de prendre la parole de manière très efficace face à 1 ou 1000 personnes. Et parce qu'il est important de savoir mieux défendre ses idées, ses causes et ses projets quand on a quelque chose à faire valoir. Parce qu'avoir un savoir-faire, c'est bien. Et le faire savoir, c'est encore mieux. Donc, on va voir comment on peut travailler sur tout ça. Trop cool si tout fonctionne. Et pour nous lancer et pour commencer tout ça, j'aimerais justement vous raconter une petite histoire et c'est de vous parler de Elliot. Elliot, que vous voyez ici sur la droite, jeune cadre dynamique américain qui réussit plutôt bien dans la vie. Là, on est dans les années 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet Elliot, tout se passe bien pour lui. Il réussit sa vie. Il a une femme avec qui il est très heureux, qu'on voit sur la photo, qui s'appelle Jennifer. Bref, il vit sa meilleure vie. À part qu'il habite aux États-Unis, il n'habite pas à Marseille, et moi j'habite à Marseille, et je pense qu'il aurait eu une meilleure vie si c'était à cet endroit-là. Sauf qu'à un moment ou à un autre, Elliot, il a subi une tumeur bénigne au niveau du cerveau, au niveau du lobe préfrontal. Pas de bol pour Elliot, parce que à ce moment-là, vu qu'il a subi ça, il a besoin d'une opération. Il a besoin d'une opération pour enlever cette tumeur bénigne, mais globalement, l'opération se passe bien. On lui enlève, il y a la petite cicatrice qui va bien, et derrière, tout avance, tout est correct. Elliot continue de vivre sa vie comme si de rien n'était parce que l'opération s'est bien passée. Mais plus le temps avance, plus Elliot commence à prendre des mauvaises décisions. Il prend des mauvaises décisions parce que quand d'un point de vue financier, il fait des investissements où il choisit où placer son argent, c'est des mauvaises décisions, donc il commence à perdre de l'argent. Il prend tellement des mauvaises décisions que même au travail, il commence à faire des mauvais choix à tel point qu'il en perd son travail. Il prend tellement des mauvaises décisions que même avec Jennifer, sa tendre et chère, il se retrouve à mal agir et il perd aussi sa femme. À cause de ça, ça lui emmène à un divorce. Bref, notre cher Elliot prend tellement de mauvaises décisions qu'il commence à tout perdre. Le truc qui est pas de bol, c'est que notre cher Elliot, il subit des tests en neurosciences, enfin pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de son cerveau, et parce qu'il avait subi cette opération, on se rend compte que tout fonctionne.
que tout marche. Il a toujours la possibilité de mémoriser des choses, il a toujours la possibilité de faire des calculs, il a toujours la possibilité de se repérer dans l'espace. En fait, son cerveau fonctionne. Ce qui veut dire que malgré la banqueroute, malgré tous les échecs qu'il se prend, il ne peut même pas bénéficier d'aide financière parce qu'on lui a décelé une maladie ou un handicap, parce qu'en fait, les études et les tests qu'il fait montrent que tout fonctionne. La question qu'on a envie de se poser pour Elliot, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Elliot fasse tous ces mauvais choix? Et c'est là où je vais pouvoir vous raconter un petit truc qui peut nous être très utile aussi à nous. C'est globalement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on prend des décisions? Donc là, on met de côté Elliot pour le moment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de les différentes zones du cerveau et tout ce qui se passe, mais par contre, c'est intéressant de voir quelles sont les grandes étapes par lesquelles on peut passer pour comprendre la prise de décision. Dites-vous que vous, moi, Clément, et Elliot aussi, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, dans un premier temps, on reçoit une information. C'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose, on entend quelque chose, ou on voit quelque chose, et cette information va faire que ça va générer une émotion. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes en train de traverser, et là, au moment où vous traversez, il y a une kangou jaune de la couleur de BPI France qui arrive vers vous. C'est une information que vous percevez. Évidemment, ça va générer une émotion, et a priori sur votre visage et dans votre corps, cette émotion fait que il se passe quelque chose et vous n'êtes pas très très à l'aise avec le fait qu'une kangou peut vous rentrer dedans. Cette émotion va ensuite générer la phase d'adaptation, à savoir quels sont tous les différents choix que je peux avoir pour gérer cette situation. Donc là, la kangou arrive. Au moment de l'adaptation, j'ai le choix entre je ne bouge plus, ou je saute au-dessus de la kangou, ou je saute complètement sur un côté de la route pour éviter cette voiture. Cette adaptation va générer une prise de décision, et cette prise de décision, c'est le moment où vous allez agir. Vous allez vraiment choisir, faire un choix pour être dans l'action. Prise de décision, a priori la kangou arrive, vous sautez sur un côté parce que globalement, il y a plus de chances de l'éviter que si vous voulez sauter au-dessus. À part si vous appelez Jet Li ou Jackie Chan, mais sinon, il va mieux vaut partir sur le côté. Et enfin, vous allez pouvoir justifier cette prise de décision en disant j'ai fait ça parce que ça me permettait de rester en vie. Ça peut se passer en une microseconde directement dans votre cerveau, mais évidemment, plus la décision demande de la réflexion, plus ça peut prendre du temps. Admettons, vous voulez acheter votre premier appartement, votre première maison, bon, bah, au moment de la prise de décision, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et je vous dis ça parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois et que vous allez lui dire ce que vous faites dans la vie, cette personne va passer par les mêmes étapes. L'information qu'elle va recueillir, c'est ce que vous dites sur vous. Puis ensuite, une émotion va être générée. Puis ensuite, différents choix vont se proposer pour cette personne. Puis, elle va peut-être prendre une décision qui est de vous revoir ou pas. Et ensuite, elle va justifier ce choix vis-à-vis de elle-même parce qu'elle a besoin de savoir pourquoi elle fait les choses, mais aussi vis-à-vis des autres, tout simplement parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de pouvoir toujours prouver pourquoi et justifier pourquoi on fait tel et tel choix. Et ça, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est parce que, au fond, on a besoin de se sentir aimé des autres, parce qu'on a des êtres sociaux, on vit en tribu, et donc de se justifier, ça permet tout simplement de pouvoir apporter de la rationalité à nos prises de décision. Maintenant que je vous ai dit ça, pour que vous compreniez toutes ces étapes-là, il y a un truc. On va revenir à notre Elliot. Rappelez-vous, Elliot, dans son processus, il y a un endroit où ça coaque. Et là où ça coaque, c'est au niveau de la prise de décision. Donc dans les différentes étapes, ça bloque ici. Rappelez-vous, Elliot, il ne prend que des mauvaises décisions depuis qu'il a subi son opération au cerveau. Question pour vous avec les 4 secondes de décalage. À votre avis, dans notre chaîne, à quel moment il y a un bug? Est-ce que c'est au moment de l'information qu'il reçoit? Est-ce que c'est au moment de l'émotion? Est-ce que c'est au moment de l'adaptation? Ou est-ce que ça peut bloquer? Sachant qu'on n'arrive même pas au moment de la justification parce qu'il prend que des mauvaises décisions, notre cher Elliot. Donc cool, on en a déjà qui commencent à répondre. On a Thibaut qui nous dit que c'est plutôt au niveau des émotions. Pareil pour Audrey, Lucas, ok, top. Donc vous pensez que ça vient au niveau des émotions. Intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne normalement constituée, à chaque fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez récolter une information, il va y avoir une émotion qui va se générer en vous, et même cette émotion fait qu'il va y avoir des mimiques au niveau de votre visage qui fait que vous recevez cette information.
Exemple typique, vous recevez un SMS de votre tendre et cher qui vous dit un mot doux, votre visage va s'illuminer et il vous habite une émotion plutôt joyeuse à ce moment-là. Votre tendre et cher vous envoie un SMS qui par contre vous dit ce soir, faut qu'on parle. Votre visage va commencer à plutôt froncer des sourcils et donc au niveau des émotions, on sait que quelque chose va nous attendre ce soir qui peut être pas très agréable. Donc globalement, une personne normalement constituée va pouvoir capter cette information et notre corps va générer des émotions qui peuvent s'exprimer au niveau du visage, au niveau même de notre non-verbal. Et ce qui se passe avec notre Elliot, c'est que globalement, Elliot, peu importe les informations qu'il reçoit, pro, perso, amoureux, investissement, il a la même émotion, à savoir il n'en ressent plus aucune. Le type est stoïque. C'est pour ça que je vous ai mis la tête d'Eliott qui est dans n'importe quelle situation toujours le même visage. Ça ne change rien. Ce qui veut dire que Elliott, depuis qu'il a subi son opération, où tout fonctionne d'un point de vue rationnel, mais en fait, il ne ressent plus les émotions. Elliott ne ressent plus les émotions, et parce qu'il ne ressent plus les émotions, Elliott ne peut plus faire la liste de ses différents choix, et il a du mal à faire une sélection, et donc il a du mal à prendre des décisions, et encore plus de bonnes décisions. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous allez vous rendre compte d'un truc qui va devenir très très important pour vous et dans la manière dont vous allez pouvoir prendre la parole et parler de vous. C'est qu'en gros, vous enlevez les émotions, les gens qui vous écoutent ne peuvent pas se mettre en mouvement, ne vont pas agir. Elliot, on lui a enlevé les émotions, donc il prend des mauvaises décisions, il a des mauvaises actions. Lorsque vous êtes amené à répondre à cette question de tu fais quoi dans la vie, au moment où vous parlez de vous, bien trop souvent, on reste dans le rationnel, on reste dans du formel, on reste dans quelque chose de plutôt classique en se disant il faut rester professionnel, on ne va pas partager des émotions. Et ce qui est bien dommage, c'est que pourtant, vous êtes en train de vous priver d'une prise de décision de la part des gens qui vous écoutent. Sans les émotions, il n'y a pas d'action. Sans les émotions, il n'y a pas de prise de décision. Sans les émotions, on n'a pas envie de bosser avec vous. Donc la question qui va se poser, c'est comment on arrive à générer tout ça pour améliorer justement augmenter nos opportunités pro ou perso parce qu'on arrive à parler de soi de manière beaucoup plus engageante. Ce que je vous raconte là-dessus, et Elliot, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Alors je ne sais pas s'il ressemblait au Elliot qui était sur la slide, mais par contre Elliot, ça a été un patient que a eu un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio. Et il en a eu 12 autres, des patients comme ça, qui ont eu une opération au niveau du cerveau et qui ont eu un moment bloqué une zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui fait que au niveau de la gestion des émotions, il ne se passait plus grand-chose. Antonio Damasio, en 1994, a sorti un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, où à l'intérieur, il a pu démontrer que en fait, le siège de nos prises de décision passait avant tout par la gestion de nos émotions et comment on accueille tout ça. Le titre de ce livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, c'est parce que c'est un pied de nez à ce que disait énormément Descartes dans sa pensée philosophique, qui était, si vous voulez être heureux dans la vie, prenez des décisions de manière rationnelle et réfléchie tout le temps. Et en fait, on est beaucoup plus complexe que ça, et on pense que nous sommes des êtres logiques, mais nous sommes avant tout des êtres émotionnels dotés d'une fonction logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on agit, on post-rationalise nos choix. Phrase compliquée pour vous dire que nos décisions sont déjà prises dans notre cerveau d'un point de vue émotionnel, mais ensuite on a bien justifié et trouvé des moyens de le justifier, mais la rationalité ne vient que après. Donc en 94, Elliot a été un de ses patients, mais il en a eu d'autres. Ça a permis de valider que les émotions étaient ultra importantes dans la prise de décision et les actions. Mais même si vous regardez un livre moderne là, de 2023, où on peut encore plus observer ce qui se passe dans le cerveau, parce que la technologie a évolué, on se rend compte que tout simplement, tout passe par les émotions. Et ça, c'est les études qui le démontrent, c'est les sciences et les neurosciences qui arrivent à nous le démontrer parce qu'on peut rentrer dans le cerveau. Et ça devient ultra stratégique dans notre manière de prendre la parole et de communiquer. Mais ce qui est encore plus balèze, et c'est là où moi je trouve que c'est dingue comment les types de l'époque étaient balèzes, c'est que Aristote, il y a très longtemps, donc vous avez vu, lui il est né en moins 384 avant Jésus-Christ, avait déjà senti tout ça lorsqu'il a écrit son premier bouquin sur la rhétorique, et notamment son premier bouquin qui permettait d'aider les citoyens à prendre la parole de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus convaincante. Donc Aristote, le type, rendez-vous compte, on est il y a 2300 ans, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de capteur qu'on pouvait mettre sur le crâne, on ne pouvait pas regarder ce qui se passait dans le cerveau, et
il nous a pondu un outil que je vais vous présenter juste après, qui permet de se dire comment on peut faire pour mieux transmettre des émotions dans nos prises de parole parce que l'être humain agit grâce aux émotions. Rendez-vous compte le mec comment il était dans l'intuition avant même qu'on rentre dans le cerveau à ce moment-là. Et ce que nous disait justement Aristote, et le petit outil très simple à garder en tête, c'est qu'en gros, le siège des émotions et la libération des émotions quand on prend la parole, il appelait ça le pathos. Donc le pathos, ça va être toute votre rhétorique émotionnelle lorsque vous êtes amené à prendre la parole et à partager tout ça. Donc, vous, pour apprendre à mieux vous raconter, pour apprendre à créer des discours qui vont être vraiment engageants, il est indispensable d'avoir ces 3 ingrédients dans toutes vos prises de parole. Le logos, c'est tout ce qui va toucher à de la rationalité, à des arguments, à des preuves, à des éléments aussi extérieurs. Et ça, en général, vous êtes balèze pour le faire. Et surtout dans notre culture française où on aime bien montrer qu'on est des bons élèves. Donc on le fait plutôt bien, le logos, mais c'est pas suffisant. On a également besoin de jouer sur son image. Donc l'image, c'est l'éthos, c'est ce qui se dégage de vous, c'est la confiance qui va se dégager au moment où vous êtes amené à prendre la parole. Et pour info, je ne vais pas rentrer trop dans les détails ni de ethos et logos pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être un autre jour. Mais je vais surtout me concentrer sur le pathos pour aujourd'hui, à savoir comment on peut plus partager d'émotions lorsqu'on est amené à prendre la parole, parce que via le pathos, bah, comme je vous disais, on génère les émotions et les émotions égale des actions. Donc retenez que logos, partie rationnelle, argument, preuve, ethos, l'image qui se dégage de vous, la notoriété, la confiance qui se dégage de vous en tant qu'orateur, et le pathos, les émotions que vous pouvez partager au moment où vous êtes en train de prendre la parole. Et là, on commence à avoir vraiment quelque chose qui peut vous différencier lorsque vous êtes amené à prendre la parole. Et justement, petite question pour vous. Là, dans le chat, vous avez juste à répondre oui si vous êtes d'accord. Et puis, il y a Clément aussi qui peut jouer. Parmi vous, qui est convaincu que c'est important de pratiquer une activité physique régulière pour être en bonne santé? Si vous êtes convaincu de ça, vous mettez un oui. Au passage, la petite photo que vous voyez en haut à gauche, c'est la Corniche à Marseille, donc on peut faire du sport là-bas, et c'est la météo actuelle de Marseille. Donc, Stéphane est convaincu, oui, tout le monde est convaincu, cool. Et puis ceux qui disent non, c'est parce que vous faites pas de sport, mais c'est pas grave. Tout le monde est convaincu, cool. Qui est convaincu que c'est important de manger sainement pour être en bonne santé? Et pareil, si vous êtes convaincu que c'est important de manger sainement pour être en bonne santé, oui. Clément, t'es convaincu? Oui. Top. Autre question, qui est convaincu que c'est important de donner son sang parce que donner son sang, ça peut sauver des vies? Oui. Donc, tu es aussi convaincu de ça. Autre question, qui est convaincu que c'est important de passer moins de temps sur nos téléphones et les réseaux sociaux parce qu'on passe beaucoup trop de temps et qu'encore plus, et encore plus de couper les réseaux sociaux avant d'aller se coucher. Ça serait quand même pas mal, notamment pour arrêter de se comparer. Ok, alors là, il y a tellement de oui, on va dire que c'est les oui pour toutes mes questions. Mais globalement, je suis très content de voir que vous êtes convaincus, que vous partagez la même opinion que moi. Maintenant, ouais, ouais, voilà. Eh ben, tu vois, Jaël, tu anticipes ma question, donc c'est parfait. Maintenant, qui fait tout ça parmi vous, si vous êtes convaincus, qui fait tout ça dans son quotidien? Vous faites du sport régulièrement, vous mangez sainement, vous donnez votre sang régulièrement et en plus, vous coupez les réseaux sociaux, vous coupez votre téléphone assez souvent. Qui fait les quatre? Si vous faites les quatre, dites les quatre. Et si vous ne faites pas, c'est pas grave. Vous pouvez marquer pas moi ou j'ai honte ou c'est pas grave. Est-ce que tu fais les quatre, Clément? Ok. J'arrive pas à savoir si les oui, c'est parce que vous faites les quatre. Mais en tout cas, je vais rester sur l'idée que Jaël ne fait pas les quatre. Ah, il y a d'autres il y a d'autres messages. Ok, pas moi, pas moi. 2 sur 4. Tout sauf donner mon sang. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Oui, mais pas tous les jours. Bah, c'est déjà bien, Daphné. Ok. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous attribuer des bons points, hein. Si vous en faites 1, 2, 3 ou 4, c'est pas le but de ma question. C'est pour que vous vous rendez compte d'un truc en vous posant ça. C'est que vous pouvez être convaincu de quelque chose, mais ne pas le faire. Donc vous pouvez vraiment vous dire: «Ouais, je sais qu'il faut faire ça», donc votre opinion va dans ce sens, mais pas changer de comportement, pas agir. Donc globalement, c'est aussi des choses qui peut-être vous sont déjà arrivées,
que vous avez parlé de vous pour, je sais pas, parler de votre idée, votre projet à un prospect, à un client, peu importe. Et cette personne a été convaincue que ce serait intéressant de bosser avec vous. Dans ce que vous présentez, c'est top. Et pourtant, ils ne le font pas. Donc, je peux être convaincu, mais ne pas le faire. Et là, ça nous permet de se rendre compte d'un truc, c'est que de convaincre, c'est pas suffisant. Parce que quand vous cherchez à convaincre, vous cherchez seulement à faire un travail sur l'opinion de l'autre. À savoir, lorsque vous êtes en train de convaincre, l'autre pensait A, vous lui avez fourni des arguments, peut-être rationnels, et maintenant il pense B. Cool. Peut-être qu'avant, vous ne saviez pas qu'il fallait manger sainement, et je vous ai démontré que c'était important pour votre santé, et puis maintenant vous vous dites, ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je mange des fruits et légumes régulièrement. Donc votre opinion a changé, mais pas votre comportement. Alors que la persuasion va aller toucher à votre comportement. Quand on arrive à persuader des gens, on les fait agir. On leur donne envie de changer. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes amené à parler de vous, il faut savoir à la fois convaincre et persuader. Il faut savoir persuader parce que c'est ça qui fait que les gens vont agir. Et là, les émotions viennent toucher à de la persuasion. Mais il faut aussi savoir les convaincre parce que je vous rappelle qu'on a besoin de justifier ses choix et c'est parce que vous arrivez à faire un travail là-dessus que vous leur fournissez des preuves pour justifier leur choix. Oui, j'ai commencé à manger sainement parce que argument 1, argument 2, argument 3, argument 4. Mais en vrai, il a fallu quelque chose en plus pour me donner envie de manger sainement. Maintenant, on va voir comment tout ça, ça peut se matérialiser dans votre manière de prendre la parole. Vous avez vu, l'importance finalement, c'est de partager des émotions lorsque vous êtes amené à parler. Alors attendez, j'essaie de changer ma. Je vois pas bien. Si tu peux me le mettre en grand, c'est cool. Ouais, top. Ouais, je me vois là, c'est bon. Donc, le truc qui va être pertinent pour vous et à garder en tête, et à juste titre, la question que vous voulez me poser, c'est mais alors Julien, comment je fais pour partager plus d'émotions lorsque je suis amené à parler de moi ou à prendre la parole même au sens large? Et là, je vais vous répondre, voilà des petites techniques que vous pouvez utiliser. Par exemple, si on vous pose la question, tu fais quoi dans la vie? Moi, je vous invite à trouver tout de suite une accroche, quelque chose qui n'est pas votre métier. Parce que c'est un mot trop conceptuel, votre métier. Franchement, à part si vous me dites je suis doubleur voix et j'ai été la voix de Simba dans Le Roi Lion, ou comédien, ou architecte, ou astronaute, en fait, il y a plein de métiers, on ne sait pas ce que c'est, donc ça ne va pas générer des émotions. Astronaute, bah évidemment, ça génère des émotions parce qu'on se dit waouh, le mec qui va dans les étoiles. Mais si vous me dites je suis chef de projet digital, je suis global marketing manager, je suis dirigeant d'entreprise ou dirigeante. Vous avez vu, vous valez plus qu'une simple fiche ONICEP, hein, comme je vous disais. Donc ça va pas générer des émotions, il se passe rien, c'est neutre et en plus parfois c'est flou et on ne sait pas ce qu'on met à l'intérieur. Donc c'est de voir comment vous arrivez dès le début à créer une adhésion, à créer quelque chose en intro. Et moi, je vais vous donner deux astuces pour votre accroche qui peut être cool pour répondre à cette question. La première, soit vous me partagez une anecdote, soit vous me faites une analogie. Je vais vous donner un exemple. Bah, tiens, on va l'utiliser directement avec Clément. Clément, tu as le droit de me dire, me poser la question, tu fais quoi dans la vie? Julien, Julien, tu fais quoi dans la vie? Oui. Eh bah, tu vois, ça t'est peut-être déjà arrivé à un moment de devoir défendre ton projet ou une idée en interne auprès de tes équipes. Et là, tu t'es dit, waouh, ça me tient trop à cœur. Mais par contre, au moment où je présente cette idée, je me rends compte que les gens n'écoutent pas, voient s'ennuient, ou alors ils n'ont rien compris, donc il n'y a pas eu créé de l'adhésion derrière. Ce qui est bien dommage, parce que ton idée, elle devait être vraiment canon. Alors que si tu as vu des techniques en rhétorique ou en éloquence, ça t'aurait permis de mieux la présenter et donc de réussir à te créer cette opportunité. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que tu présentes tes idées, bah, justement, les gens te suivent derrière. Ce que j'ai fait là, avec Clément, c'est que j'ai parlé d'une anecdote, d'un truc qu'il aurait peut-être déjà vécu, avec le problème qu'il a déjà perçu, et je n'ai pas dit, bah moi, dans la vie, je suis formateur en rhétorique. Parce que Clément, il va me dire, je sais pas ce que c'est, et puis ça me stimule pas plus que ça. Donc là, ça veut dire trouver, vous, en accroche, des anecdotes, des exemples du vécu que vous avez ou que les autres pourraient avoir pour qu'ils puissent s'identifier à ça. Et vous en avez plein que vous pouvez trouver. Et évidemment, vous avez autant d'anecdotes et d'exemples que la personne face à vous à adapter, pardon, je recommence. Vos anecdotes sont à adapter en fonction du métier et de la personne qui est face à vous pour qu'elle puisse s'identifier. Voilà, je sais que Clément, il travaille à la BPI, donc je me dis qu'a priori, parfois, il fait des réunions et parfois, il doit défendre des projets, des idées.
Par exemple, c'est grâce à lui que Panache fait des choses à la BPI parce qu'il a dit que c'était génial. Donc il a réussi à montrer que Panache méritait sa place au sein de la BPI. Clément, bien joué. Donc, et autre chose que vous pouvez faire, c'est une analogie, histoire d'aider les gens à comprendre avec quelque chose qu'ils connaissent dans leur vie de tous les jours. Je vais inventer un autre métier pour que vous compreniez, que ça ne soit pas que en lien avec ce que je fais moi. Clément, tu as le droit de me redemander qu'est-ce que je fais dans la vie. Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, parce que t'es pas bien, comme moi aujourd'hui, parce que j'ai la grippe, mais vous le voyez pas. Oui, désolé, je viens de l'apprendre. Quand tu vas pas bien, tu vas chez le médecin il te fait un diagnostic pour savoir justement ce que tu as, et grâce à ça, il te fait une ordonnance, une prescription, tu vas suivre cette ordonnance et ça va te soigner. Bah, moi, parfois, je travaille avec des entreprises où c'est pas fou, elles vont pas bien. Il y a des problèmes, il y a des couacs, mais on ne sait pas d'où ça vient, donc je vais aller les trouver et je vais leur faire un diagnostic qu'on appelle un audit. Ça permet de savoir où est-ce que ça bloque. Et ensuite, il y a besoin de leur faire non pas une ordonnance, mais des recommandations qui leur permettront de savoir sur quoi travailler pour s'améliorer. Et ensuite, une fois qu'elles suivent toutes ces recommandations, globalement, c'est pas qu'elles sont soignées, mais c'est qu'elles permettent de mieux se développer. Mon taf, je suis consultant en stratégie. Ça permet vraiment de trouver ces problèmes-là, de les analyser, de faire des recommandations et de vous accompagner à mieux vous développer. OK? Du coup, là, par analogie, vous avez vu, j'ai pris un exemple de ce qu'on fait avec un docteur, donc ça peut parler à un maximum de personnes, et j'ai fait le parallèle avec mon activité, où j'ai donné quelque chose de concret. Parce que si j'avais commencé en disant, bah écoute, Clément, moi je suis consultant en stratégie, bon, lui, il travaille à la BPI, il aurait pigé, mais il y a des gens, ils vont me dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et encore plus si vous êtes un samedi soir entre potes et à un moment, les gens sont en train de boire des coups, ils vous demandent, tu fais quoi dans la vie? Je suis consultant en stratégie. Et ben, je vais me resservir du punch. À bientôt. Je vous rappelle que le but, c'est de donner envie aux gens de vous intéresser, donc de générer des émotions. Donc retenez bien que dans votre accroche, c'est quelque chose qui implique, c'est quelque chose dans lequel on peut s'identifier. Tiens, il y a une question intéressante, je vois de Wiem, désolé si je prononce mal, mais on risque d'ennuyer la personne si on raconte tout ça. Eh ben, vous risquez de l'ennuyer encore plus si vous dites que vous êtes consultant en stratégie, parce que là, ils ne vont pas en savoir plus. Je peux vous assurer que si vous le racontez bien, vous mettez des émotions, et puis vous arrivez à être pédagogue, à être dans l'écoute, à être dans l'empathie, et à trouver des moyens de le présenter, les gens vont se dire, ah ouais, et du coup, et là, ils vont vous poser des questions, ils vont même utiliser l'analogie en fil rouge pour être sûr de vulgariser et de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est plus long, mais c'est quand même plus efficace. Cool, vous êtes en train de vous apporter vos propres conseils, c'est parfait. Ce qui permet d'enchaîner avec les autres émotions que vous pouvez partager. Pour partager pardon, des émotions, il y a aussi le fait de choisir des mots précis. Parce que derrière chaque mot, une émotion peut être générée. Et un truc qui est hyper dommage, c'est que dans notre dictionnaire français, on a plus de 6000 entrées. Or, dans notre quotidien, on n'utilise que 600 mots en moyenne. Et c'est dommage, on a pas mal de vocabulaire. Alors que pourtant, derrière un mot, va véhiculer une émotion, donc à vous de vous entraîner à choisir des mots très précis. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Et je vais prendre des noms dans le chat pour que on visualise tout ça. Admettons, ce soir, à la fin de ce live, moi, j'écris à Fanny Sorgato et je lui propose qu'on se fasse un bon gueuleton ce soir. Ou j'écris à Salomé et je lui propose qu'on se fasse un petit dîner. Ou je vais proposer à Alexis que ce soir, on se retrouve et on se fasse un apéro dînatoire. Ou enfin, je propose à Jaël, ce soir, on se retrouve et on termine les restes. Cachez-moi. Vous remarquez que dans les 4 cas de figure, on va manger. Sauf qu'en fonction des mots que j'ai choisis, on va pas passer la même soirée. Il y a eu des émotions différentes. Ok? Je ne sais plus à qui j'ai proposé le petit dîner, mais on se rend compte que globalement, ça va être un repas plutôt travaillé avec une petite bouteille de vin et des bougies. Alors que pour celui avec qui je vais terminer les restes, il y a un bout de quiche qui traîne et ça va pas être la même soirée. Donc globalement, les mots vont véhiculer des émotions et vous, entraînez-vous à choisir d'autres mots pour partager des choses. Voilà, ma boîte s'appelle Panache. Bah, le truc qui est cool, c'est que ce mot-là, il a une signification, on vit quelque chose. Ok. D'autres choses que vous pouvez faire pour générer des émotions, c'est d'aller dans de la description ou de la matérialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, vous voulez être
droit au but, donc c'est génial, mais on n'a pas le temps d'avoir un imaginaire et de générer des émotions. Et lorsque vous faites de la description, ça permet de permettre au cerveau de voir des choses. Je donne un exemple. Au lieu de dire euh, Clément, toi, quand tu es amené à prendre la parole, c'est important que tu défendes mieux tes idées. Bah, je pourrais m'amuser à être rentré dans de la description en lui disant Clément, rappelle-toi la dernière fois où tu étais en réunion et autour de ta table, il y avait 10 personnes, tout le monde en costume, tout le monde en cravate, toi-même tu étais en costume et c'était en pleine canicule et tu avais chaud non seulement parce que c'était la canicule, mais tu étais en super stress parce que ce que tu leur présentais, c'était le projet que tu voulais mettre en place pour la prochaine année. Parce que face à toi, il y avait des regards inquisiteurs. Parce que face à toi, tu savais que tu allais avoir 10 minutes ultra cruciales pour toi. Et là, il y avait une goutte de sueur qui coulait le long de ton dos et tu t'es dit, j'espère que je vais y arriver. Bah, en fait, avec les techniques de rhétorique, tu vas complètement réussir à peut-être ne plus transpirer, mais surtout être terriblement efficace pour présenter cette idée. En faisant ça, en allant dans la description, je suis en train de générer des émotions parce que Clément, il peut se remémorer des situations où il était très en stress et en panique pour présenter son idée. Et donc, il se rend bien compte que ce que je lui apporte comme solution peut réveiller, peut faire du bien, peut apporter beaucoup de valeur et porter des résultats. Et là, Clément, il va me dire, j'adore, j'adhère, j'achète. Ok, ça va pour la description? Attends, j'essaie de voir s'il y a des petites. Est-ce qu'il y a des questions que tu vois que. Non? Cool. Parce que je vais faire des petits temps de pause quand même pour voir s'il y a des choses qui viennent dessus. Ah si, une question, on peut appliquer cette méthode avec le RH? Oui, à tous les êtres humains qui comprennent votre langue. C'est ça qui est cool. Donc ouais, ça marche aussi. D'autres choses que vous pouvez faire, c'est des moments où vous impliquez les autres. Par exemple, ce que j'essaie de faire avec vous alors que je ne vous vois pas, euh, je ne sais même pas combien vous êtes d'ailleurs connectés en ligne, tu sais? Waouh! 1 500 000. Ok! Moi, vous êtes 1 500 000. Non, pas du tout. Le truc qui est intéressant avec ça, c'est de voir comment on implique continuellement. Donc, il y a des moments où vous pouvez avoir de l'implication directe, c'est-à-dire que vous posez des questions et tu attends une réponse, un oui, un non, un mot, ce que j'ai fait avec Pistache au début. Donc, ça génère des émotions chez vous. Mais il y a aussi de l'implication indirecte que vous pouvez obtenir en posant des questions du style, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé déjà de, rappelez-vous la fois où, tu sais, quand tu es amené à faire ça, en fait, ça, je n'attends pas de réponse, mais je te réimplique à chaque fois. Petite question, quel livre je conseille en profondeur? Bah, le blog de Panache, et je vous en parle tout à l'heure. Il y a plein d'articles déjà très très chouettes rédigés là-dessus. Et je vous parlerai d'autres livres après. Et les deux dernières choses que vous pouvez faire pour générer des émotions, parce que rappelez-vous, les émotions égale action, donc c'est important d'en mettre. Vous pouvez bosser sur votre style en jouant avec les figures de style, en jouant en appuyant sur certains mots, en répétant certains mots, en jouant avec les rimes aussi. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire, et même créer de la punchline. J'aurais pas le temps de rentrer dans le détail de comment créer des punchlines, mais si je vous disais finalement avec nous, c'est important de cultiver la différence et non l'indifférence, ben en fait, je suis en train de faire une punchline. Et il y a un effet de style qui va générer des émotions. Donc amusez-vous parce que ça va vous différencier. Il y a une patte, il y a une couleur dans votre manière de parler de vous à ce moment-là. Par exemple, moi, j'aime bien souvent terminer, et peut-être je le ferai là, mes confs, en disant, parce que finalement, il est important de prendre la parole avec brio, prendre la parole avec éclat, prendre la parole avec panache. En fait, en faisant ça, il y a une punchline et au passage, je suis en train de remettre en avant le nom de la boîte, mais surtout même la valeur qui est apportée avec ça. Prendre la parole avec panache, c'est de manière mémorable. On laisse une trace à chaque fois. Et une dernière chose que vous pouvez faire pour générer des émotions, c'est d'aller susciter du désir. Et pour ça, c'est de les aider à visualiser tous les résultats potentiels que l'on pourrait avoir si jamais on bosse ensemble. Donc Clément, si justement tu utilises les outils de rhétorique pour mieux défendre tes idées, non seulement tu vas te créer des nouvelles opportunités, non seulement tu vas pouvoir enfin avoir accès à la propriété en achetant ton premier appartement, mais tu vas peut-être aussi, et là j'enchaîne, pas mal de résultats très concrets qui pourraient plaire à Clément. Ok? Petit résumé de ce que je viens de vous dire pour générer des émotions. Il y a 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les montrer, et ça c'est dans votre manière de parler, c'est votre éloquence. Parce que c'est pas du tout pareil si je vous dis je suis content d'être avec vous pour ce live aujourd'hui, ultra ravi. Et si je vous dis, bah, je suis content d'être avec vous pour ce live aujourd'hui et je suis ultra ravi. Donc là, c'est de montrer les émotions, de mettre une certaine énergie, de les partager. Vous pouvez les assigner.
Les assigner, c'est dire, et là, vous devriez être surexcité à l'idée de tester tous ces outils dès aujourd'hui ou dès demain dans vos prochaines prises de parole. Donc en faisant ça, je viens de vous dire que vous étiez surexcité. Peut-être vous ne l'étiez pas, mais vu que je viens de vous l'assigner, peut-être que vous allez commencer à vous dire, ah ouais, j'avoue, Julien a raison, ça me donne envie de tester des choses. Et de les invoquer, c'est via tout ce que je vous ai mis là sur la gauche, via le style, via les mots, via le phrasé. Vous allez pouvoir comme ça invoquer des émotions, il va se passer quelque chose. Ok? Est-ce que ça va sur ça? Je fais une petite pause de 10 secondes pour voir est-ce qu'il y a besoin de clarifier des choses, parce que tout ça, ce sont des techniques pour faire appel encore plus aux émotions des gens qui vous parlent et qui vous écoutent. Aux gens qui vous écoutent pendant que vous parlez. Nanana, je regarde s'il y a des petites questions qui sont venues à côté. Ouais, non, bah là on est bon, on est bon. Bah nickel. Merci Brian parce que c'est très clair. Merci Isabelle parce que c'est parfait. Bah trop cool. Ok. Et bah alors, je peux poursuivre en vous donnant aussi un autre tips dans, on va dire plutôt, dans la manière dont vous allez prendre la parole. Il y a un truc que vous pouvez faire et que je vous invite à faire. C'est là ce que vous voyez. C'est ce qu'on appelle l'ordre nestorien que j'ai couplé à un autre outil qui s'appelle la pick and roll. Donc, ce qui est marrant, c'est que l'ordre nestorien, c'est un truc qui date de la Grèce antique, et la pick and roll, c'est un truc qui date de ces 10 dernières années dans un livre de marketing. J'ai un peu combiné les deux, mais à retenir de ça, c'est l'ordre nestorien nous dit que c'est important de commencer très fort et de terminer très fort quand on prend la parole. C'est pour ça que d'avoir une accroche qui tout de suite engage, implique, dans laquelle, via une anecdote ou une analogie, la personne peut s'identifier, c'est très fort en émotion pour que la personne se dise oh, j'ai envie d'écouter, ça m'intéresse. C'est pour ça que dans le dessin que vous voyez là, on est haut en émotion, parce que là, j'ai pas mis l'abscisse et l'ordonnée, mais en gros, c'est votre degré émotionnel, la force en émotion avec le temps, en fonction du temps. Donc de commencer très fort, c'est ultra stratégique. En gros, c'est comme si vous allez à un concert. Évidemment, vous allez à un concert de Beyoncé. Vous voulez que Beyoncé commence avec Who Won the World et pas avec une musique qu'elle a sortie, cachée sur un album, connue par que les aficionados. Parce que les gens qui ne sont pas fans vont juste se dire bah il manque un truc. Donc commencez toujours très fort parce qu'en émotion, on a envie de se dire ah tout de suite je veux y aller. Et vous terminez aussi très fort parce que de toute façon, les gens ne vont pas retenir tout ce que vous allez partager. Mais c'est soit ils se disent j'ai envie d'écouter parce que ça m'intéresse émotionnellement, et à la fin, oh, ça me laisse une belle trace, et donc j'ai envie de revoir cette personne ou de la recontacter. Donc émotionnellement, il y a de nouveau un pic émotionnel que l'on donne à la fin. Le début, la fin, ça s'appelle l'ordre nestorien, commencer très fort, terminer très fort. Et j'ai pas le temps de vous dire pourquoi ça s'appelle l'ordre nestorien. Mais si ça vous intéresse, c'est mon dernier post LinkedIn et sur le sujet, et je parle en plus de Beyoncé. Mais en plus de ça, ce que nous dit la pick and roll, c'est que vu que les gens, de toute façon, ne vont pas se souvenir de tout ce que vous avez dit, au même titre que moi, vous n'allez pas vous rappeler de tout ce que j'ai raconté pendant 40 minutes, vous allez en retenir quelques infos clés, mais il va y avoir un moment où le pic, c'est quelque chose en plein milieu d'intervention qui est différenciant, qui fait que, ah, ça aussi, ça m'a marqué. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que ça soit quelque chose de différenciant et quelque chose qui marque. Par exemple, je vais prendre mon verre et je vais jeter de l'eau au visage de Clément maintenant. Et peut-être que ça va vous marquer et vous vous souviendrez de cette étape. Ouais, il y a de l'eau dedans. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai commencé la presse, une fois qu'on a fait les tests techniques, j'ai commencé en vous racontant une histoire de Elliot. Et c'est pas anodin, parce que j'avais envie de vous intéresser émotionnellement en vous partageant quelque chose et via une histoire. Si j'étais venu avec la slide de comment générer des émotions, bah, elle aurait eu un truc trop scolaire. Alors que moi, j'avais envie de vous impliquer émotionnellement déjà. Donc, d'être dans l'empathie de notre cher Elliot. Alright? Pourquoi je parle en anglais? I don't know. Petit tips supplémentaire, et après je vais reprendre les dernières questions, c'est que en gros, ça c'est un peu comment vous pouvez parler de vous en une phrase si vraiment vous n'avez pas le temps. Parce qu'à un moment, il y a eu à juste titre une question qui était ouais, parfois ça peut être long, j'ai peut-être pas 30 secondes pour la raconter, j'ai peut-être seulement 5 secondes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner en utilisant ce template. Vous, en une phrase, qu'est-ce que vous faites? Bah, au lieu de dire je suis formateur en rhétorique, vous pouvez dire j'aide, et puis vous mettez cette cible au milieu.
Et d'ailleurs, l'idéal, c'est en fonction de la personne face à vous et de son métier, de l'intégrer comme étant la cible. Je vous dis ça parce que nous, Panache, on va aider aussi bien des entrepreneurs, des dirigeants, des citoyens, citoyennes, des entreprises sociales, des ONG. Donc il y a pas mal d'acteurs, mais sauf que face à vous, bah, ce que je dirais plutôt, c'est moi j'aide des dirigeants comme vous à mieux fédérer vos équipes quand vous êtes amené à prendre la parole en interne, grâce à des prises de parole pleines de panache. D'ailleurs, et là je pourrais compléter avec un exemple, d'ailleurs dernièrement, on a travaillé avec telle boîte et on a fait ça. Donc vraiment, là, c'est le petit quick win que vous pouvez avoir si vous ne le connaissez pas. C'est de parler de vous. D'ailleurs, et en plus, ça peut être votre titre sur LinkedIn. Hein. Comme ça, au moins, les gens comprennent ce que vous faites. Parce que chef de projet digital, on n'en sait pas. Mais si vous me dites j'aide un tel à faire ça, à obtenir ces résultats, grâce à une expertise que vous avez, voilà, c'est bon. En une phrase, on a compris ce que vous faites et ça peut intéresser. Et c'est sans vous la raconter. Et l'exemple, c'est concret, c'est à partager, parce que c'est l'exemple qui fait mouche au regard de la cible, qui présente des résultats concrets, et donc qui peut donner encore plus envie de poser des questions. Ok. Moi, je vous invite à avoir une besace avec plein d'exemples à l'intérieur, comme ça vous les dégainez, parce que c'est les plus adaptés à la cible. Alright? Alright. Je revois, il y a plusieurs fois le mot PNL qui revient. Est-ce que j'utilise des techniques de PNL? Ouais, moi je connais la PNL, mais je n'utilise pas les techniques de PNL dans ce qu'on nous propose. Attends, ça je ferme parce que j'en ai pas besoin. Alright. C'est ce que... Ouais, merci, ça s'affiche. Ensuite, là j'ai un petit tips en plus qui est les moments où vous êtes vraiment en mode networking, réseautage face à quelqu'un que vous connaissez pas. Moi, vraiment mon gros conseil, parce que j'ai géré pas mal de salons, on a pas mal été en stand avec Panache. Et évidemment, vous savez, quand vous êtes sur un stand, les gens viennent à vous et vous disent c'est quoi Panache? Enfin, ils le disent à moi, ils vous diront pas ça à vous. Mais quand vous tenez un stand, on vous dit si tu fais quoi dans la vie, c'est quoi Panache? Moi, je vous invite à changer un truc. Et là, c'est que du face à face en one-to-one. C'est si vous ne savez pas qui est la personne face à vous, au maximum, posez d'abord des questions à l'autre. Et moi, c'est ce que je fais. Quelqu'un que je ne connais pas qui vient me voir et qui me dit hey, tu fais quoi dans la vie? Je ne réponds jamais parce que je ne sais pas qui j'ai en face. Ma première chose, c'est mais toi, avant, dis-moi ce que tu fais dans la vie parce que je suis ultra curieux et ça me permettra en fait de mieux t'expliquer ce que je fais. Je pose des questions, je m'intéresse à l'autre, c'est pour ça que je vous ai mis 80% de l'autre. Grâce à ça, ça me donne plein d'éléments de langage à la fois sur ce qu'il fait, qui il est, depuis combien de temps, ses connaissances du sujet, sa manière de parler, ses enjeux, ses besoins. Enfin, tu vois, j'ai plein d'éléments. Donc, je m'intéresse d'abord à l'autre, je pose des questions assez précises. Je vois pour reformuler, pour être sûr que globalement, j'ai bien compris. Et ensuite, je vais pouvoir parler de moi, mais en intégrant tout ce que j'ai entendu, tout simplement parce que ça va être beaucoup plus efficace, ça va lui parler, parce que je viens d'adapter mon discours à qui est cette personne, à ses besoins, à sa problématique. Et au passage, ça vous fait gagner du temps, parce que si face à vous, la personne vous dit ah c'est quoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais en vrai c'était une personne, je sais pas moi, une étudiante ou un étudiant qui était de passage et qui est juste curieux, peut-être que vous n'avez pas envie de prendre le temps de tout expliquer parce que c'est absolument pas votre cible et ça sert à rien de passer trop de temps. Donc en posant des questions, vous arrivez à filtrer. Vous êtes là pour sélectionner que les éléments pertinents. Et en rhétorique, le but c'est pas d'être exhaustif, c'est d'être efficace. Et pour être efficace, il faut savoir qui on a en face de nous. Et soit on a fait le travail en amont parce qu'on sait qu'on a une prise de parole à venir, soit on pose des questions afin de sélectionner les éléments de langage qui vont être efficaces. Et avec tout ce que je vous ai partagé avant, plus ça maintenant, vous allez pouvoir parler de vous pour sélectionner que des messages qui vont résonner, faire en sorte de partager des émotions qui vont faire vibrer, et à la fin, tout simplement, vous créer des nouvelles opportunités. Ok? Ça, je ne vais pas vous en parler. Donc, globalement, votre pathos, très puissant pour générer des émotions, pour faire passer à l'action, pour donner envie d'agir. L'éthos, toujours votre image, et on en reparlera peut-être un jour dans une prochaine masterclass ou si vous allez sur les articles de blog de Panache, il y a tout un article où je parle que de l'éthos. Pareil pour le logo, il y a tout un article où j'en parle. Et justement, si vous voulez aller plus loin, parce qu'à un moment, on me posait la question de quel livre je recommande,
Là, en flashant ce code, je ne sais pas si ça apparaît en grand chez vous, mais en tout cas, en le flashant, ça va vous permettre, je crois, de vous abonner à la newsletter de Panache, où tous les mois, j'ai créé un nouvel article sur tous ces sujets, d'être plus convaincant, plus persuasif à l'oral. Vous allez retrouver aussi des articles sur le blog, tout simplement. En gros, pour aller plus loin, vous pouvez aller dessus. Et sachez aussi une chose, nous, on propose des formations à la fois en entreprise, mais aussi pour les particuliers et des gens qui voudraient se créer des promos, et qu'on en a une prochaine qui commencera en novembre. Donc là, si vous voulez rentrer dans la pratique et tester toutes ces choses-là, on a pas mal de choses qui vont arriver bientôt. Et c'est l'occasion de pas seulement découvrir des outils, mais de vraiment le pratiquer. Parce que évidemment, c'est une discipline où je peux vous raconter comment jouer du saxophone. Si vous n'utilisez pas le saxophone et vous ne jouez pas avec, vous n'allez jamais l'apprendre. On est bon? On est bon côté timing aussi? Cool. Et alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Parce qu'on arrive sur la fin. S'il y en a qui doivent partir, ciao. Merci d'avoir été présent et présente. Et je sais plus s'il y a eu d'autres slides après. Non. Bon voilà, tu peux remettre celle d'avant, elle est mieux pour le code. Donc, s'il y en a qui doivent partir, allez-y. Moi, je vais rester aller encore 15 secondes si jamais il y a des questions qui viennent. Et puis, on se retrouve soit sur mon LinkedIn, soit via la newsletter, soit si vous passez à Marseille. Comme ça permettra de mettre des visages sur tous ces jolis prénoms et noms que j'ai vus. Et j'ai vraiment l'impression d'être un mec de Twitch qui était en live. Merci pour les subs. Eh bah ouais, je crois qu'il y aura un replay en plus, trop bien. Bah vas-y, s'il y a un replay, vous allez pouvoir réécouter tout ça. C'était dense, c'était riche, c'était précieux, c'était complet comme une galette. Ok, bah ciao. La dernière de la journée. Top, top, top.